Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans les grandes rencontres de Hervé, cette émission qui se propose d'analyser, de commenter pour vous les faits majeurs de l'actualité sportive. Nous sommes à l'hôtel Sawa de Douala, hôtel partenaire de ce programme. Nous saluons la direction générale qui nous fait confiance. Et dans ce numéro des grandes rencontres de Hervé, nous allons parler des playoffs qui se sont disputés à Douala. Les playoffs, c'était donc la phase finale du championnat national de première division du Cameroun. Coton Sport de Garoua a terminé champion du Cameroun. Nous reviendrons dessus avec nos invités et surtout, nous allons essayer de comprendre pourquoi la différence entre les playoffs et la phase régulière du championnat qui a été émaillée par des présumées corruptions de matchs, des présumées corruptions des arbitres et même ce sempiternel problème des salaires de joueurs impayés. Pour les playoffs, il n'en a pas du tout été question. La compétition s'est magistralement disputée. Pourquoi ce deux poids, deux mesures avec pourtant les mêmes équipes, les mêmes présidents de clubs? Nos invités nous en diront un peu plus tout à l'heure. Et toujours dans cette émission, je vous invite à suivre le deuxième sujet, tout à l'heure en débat. Il concerne les équipes nationales de football du Cameroun. Certains ont parlé de crise de résultats parce qu'en 2023, les A' sont sortis au premier tour du CHAN. Les U17 sont sortis au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Les U20 ne se sont pas qualifiés. Les U23 se sont qualifiés pour la CAN, mais sur tapis vert. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème de leadership, c'est-à-dire un casting raté au niveau des sélectionneurs, ou alors une crise au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire au niveau des talents? Nous allons en parler avec nos invités qui sont Emmanuel Mahop, analyste de sport reconnu sur le continent, William Tchango, journaliste de sport également reconnu, qui sort donc fraîchement même de l'Algérie où il a couvert la Coupe d'Afrique des Nations U17. Permettez-moi de les retrouver et de vous retrouver dans une poussière de secondes. A tout de suite. Je retrouve donc mes invités sur le plateau. Je voudrais accueillir tout d'abord Emmanuel Mahop, analyse des questions de sport, un homme de médias bien connu. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci d'avoir permis que je vienne à votre rencontre. En réalité, c'est un peu, j'allais dire, la titre de cette émission. Merci de me convier à cet échange. Merci également pour celui que vous allez présenter tout à l'heure et qui on va partager. L'autre invité, c'est William Tchango. C'est un honneur pour moi de le recevoir. Un ami, un frère d'armes dans le journalisme de sport. Willy, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent ce programme. C'est un honneur et un plaisir, je dirais même un privilège pour moi d'être reçu dans le cadre de cette émission. Je commence l'émission, mesdames, messieurs, chers invités, par des statistiques, avec des statistiques. Je voudrais relancer Emmanuel Mahop sur ces stats-là. Emmanuel, les playoffs, c'est 31 695 personnes lors de la deuxième journée, 24 175 personnes lors de la troisième journée. On a toujours été à plus de 20 000 spectateurs pour ces playoffs-là qui se sont donc tenus à Douala. Des chiffres exceptionnels pour une compétition, on va dire, exceptionnelle. Ah oui, c'est le cas de le dire. Vous savez, c'est une compétition, c'est un tournoi. C'est différent, justement, de l'approche qu'on aurait d'un championnat de 5-6 mois. Donc, c'est un événement sportif, en réalité, couru sur une semaine, voilà. Sur le week-end, ça s'est bien passé. Je pense que la FECAFOOT a fait appel, évidemment, au CFTF, justement, qui est l'organe transitoire, mais aussi à ceux-là qui savent porter l'événement. Parce que ça se fait en une semaine. C'est la raison pour laquelle ça a été couru et qui est puisé dans l'an de la réunification. Douala, on sait, je vous l'apprends rien, parlant de l'anthropologie de notre football, que Douala est la ville natale du foot aux années 1930. Donc, de ce point de vue-là, les stades ont été pleins, même si ça n'a pas été un plein d'œuf. Un peu mieux qu'à Garoua quand même, parce que Garoua, dans le Room Theater, c'est 20-25 000 places, alors que la réunification, c'est de l'ordre de 40 000 places. Qu'on ait fait 27, 31 et puis 24 000, voilà, la moyenne elle est super bonne. Donc, c'est à mettre à l'actif déjà de ceux qui ont fait l'événement, évidemment, des spectateurs qui tenaient justement à voir le Coton Sport de Garoua et certaines autres équipes de près. On va parler tout à l'heure sur le plan sportif, ce que ça a donné avec le Coton, donc champion. Mais j'ai envie de vous demander, et je me posais déjà la question en introduction, pourquoi cette différence entre une organisation parfaite pendant ces playoffs, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et une organisation moins bonne pendant la saison régulière
du championnat national. Ben pourquoi ça n'est pas bon? C'est peut-être c'est des questions justement qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut mettre en exergue. Peut-être il va falloir peut-être interroger ceux en charge d'organiser le championnat au Cameroun. Mais ce que je retiendrai, c'est que un championnat, évidemment, ça n'implique pas que 4 clubs, ça en implique une vingtaine. C'est une phase de 2 groupes, et puis on sait que généralement il y a des clubs qui sont, j'ai envie de dire, privés pas de sponsors, mais de spectateurs. Donc, il y en a d'autres qui sont très courus, comme Bamboutos, comme Coton Sport de Garoua, etc., comme Union de Douala. Il est certain que si vous faites jouer les matchs de l'Union de Douala, même en amical, dans l'an de la rééducation, il y aura du monde, même si à un moment donné, il a semblé que le monde ne soit pas venu aussi. Et dans cela, on va pas perdre ça de vue des résultats. Mais si l'Union se comporte bien, et ça ne fera pas peut-être le plein d'œufs, mais il y aura du monde. Bamboutos, justement, fait courir, le Coton Sport aussi. Donc, il faut tenir compte de ça. Et quand donc on retrouve dans la phase de play-off 2 clubs à vocation, j'allais dire continentale, voilà, sur le plan des sympathisants, convenez avec moi que le stade il est plein. Mais je pense que si vous aviez eu Gazelle seulement, peut-être qu'il jouait contre une autre équipe lambda, certainement les stades n'auraient pas été pleins. Donc, ce qu'il faut mettre en exergue, c'est le côté populaire des clubs, c'est le côté merchandising, visibilité, c'est le côté communicationnel des clubs, c'est très important. Et je pense que là-dessus, la fédération, peut-être ne va pas s'arranger, mais sera toujours contente qu'en réalité, si tant est que la formule play-off est maintenue, même semble qu'elle ne le sera pas, ben, qu'il y ait des clubs représentatifs et surtout avec un certain nombre de supporters pour qu'il y ait cette ferveur-là. S'il y a des clubs lambda, Hervé, il est certain que ce ne sera pas le même résultat. Au-delà de l'affluence dans les stades, le jeu a été salué par tout le monde. Les joueurs se sont sentis beaucoup plus libérés. Emmanuel a dit quelque chose, j'essaie de retenir et de vous relancer avec, est-ce que avec moins de clubs, on fait mieux? C'est peut-être ce qui ressort. On avait 4 équipes, la concentration était parfaite sur les 4 équipes. Quand il y a du trop plein, ça semble embêter un peu dans l'organisation, William? Oui, absolument. C'est ce à quoi on doit normalement tendre aujourd'hui, parce que déjà, pour qu'il y ait cette mobilisation, pour qu'il y ait cette affluence, cette envie affichée par les joueurs sur le terrain, il faut qu'il y ait des moyens. Et à l'heure actuelle, on sait bien que la cagnotte que la fédération réserve pour la subvention des clubs, des 21 clubs, si cette subvention était reversée peut-être à 14 clubs, imaginez un peu l'impact que ça aurait sur le pouvoir financier des équipes et partant des joueurs qui évoluent dans ces équipes-là. Donc moi je pense que on doit partir de l'expérience des playoffs qui a été pour moi une réussite pour justement trouver un moyen de faire en sorte que ce genre d'organisation-là se répercute sur toute la saison. Et pour que ça se répercute sur toute la saison, il faut bien sûr qu'on ait moins de clubs. Si on a un championnat peut-être de 14 clubs, moi je suis convaincu que il y aura matière à rendre cela plus compétitif. Déjà partant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la subvention qui est allouée aux clubs professionnels chaque année. Donc après, on a soulevé une question très importante autour de l'identité des clubs qui étaient présents à ces playoffs-là. On a parlé de Bamboutos, de Bouddha, on a parlé de Coton, on a parlé du Canon de Yaoundé. Donc voilà des clubs qui ont contribué à ce qu'on ait ce public-là au stade. Donc au-delà de l'organisation que la fédération a mise en place pour ce qui est de ces playoffs, il y a ces clubs-là. Et ça me ramène à dire que il y a une importance à promouvoir ce que j'appellerais aujourd'hui les clubs mythiques dans notre championnat. Je ne demande pas à la fédération de le faire, mais je demande que ces clubs-là mythiques-là, qui partent de ce qu'ils ont observé pendant ces playoffs, avec ce cas drainé Bamboutos de Bouddha, ce cas drainé Coton Sport de Garoua, pour comprendre qu'il est temps de mettre en place une organisation compétitive pour permettre à ces équipes-là de retrouver la place qui devrait être la leur dans ce championnat camerounais. Imaginez une saison où on est régulièrement à avoir des rencontres Léopard Union, Léopard Canon, Dynamo Bamboutos. Bon, imaginez ce que ça pourrait donner en termes de... Il y a toujours un intérêt qui reste autour des clubs mythiques aujourd'hui. Et c'est le lieu pour moi d'appeler à ce que un travail soit fait pour permettre à ces clubs-là de retrouver les premières places dans notre championnat. Si on veut absolument que
le public revienne dans les stades. Qu'est-ce qui est fait ailleurs? J'ai envie de vous interroger également là-dessus, William. Qu'est-ce qui est fait ailleurs? Est-ce que notre championnat est si moribond? Est-ce qu'il est trop à la traîne par rapport à ce que vous voyez ou vous avez vu au Maroc, en Égypte? Qu'est-ce qui nous sépare de ces top championnats-là? En Afrique du Sud, en Tanzanie, on parle de plus en plus des clubs tanzaniens. Qu'est-ce qui nous sépare de ces championnats-là? Moi, je pense qu'il y a un travail au niveau de la qualité du jeu, c'est-à-dire que la qualité des joueurs, on en a au Cameroun. Le Cameroun, c'est une terre de football et la preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs qui partent de notre championnat pour aller s'imposer ailleurs. Même en Europe, il y a des gens qui partent des centres de formation au Cameroun. Je prends le cas de Carlos Baleba pour aller s'imposer en Ligue 1 en France. Ça veut dire qu'au Cameroun, on peut avoir de la graine, on peut avoir de la qualité. Maintenant, c'est quoi le problème? Moi, je pense que le problème, fondamentalement, se trouve autour de l'organisation. L'organisation à la fois au niveau fédéral, à la fois au niveau de la Ligue, et aussi au niveau des clubs eux-mêmes, parce que les clubs doivent pouvoir développer des mécanismes pour continuer à intéresser ces supporters-là, intéresser ce public-là qui justement décide de les accompagner. Quand on prend par exemple le cas de l'Union sportive de Douala, vous vous rendez compte aujourd'hui que l'Union ne peut plus drainer autant de foule qu'elle le faisait il y a peut-être 20 ans ou il y a peut-être 15 ans. Pour une raison simple, c'est parce que les supporters, le public ne se retrouvent plus dans peut-être le système managérial de cette équipe, ouais. de la stratégie qui est mise en place pour l'intéresser. Et je pense que c'est vrai qu'on est passé peut-être entre guillemets d'un football amateur à un football professionnel, mais maintenant je pense qu'il y a eu un manquement au niveau de la préparation des supporters à ce genre à cette mutation-là. Parce qu'avant, les supporters étaient habitués à être les propriétaires en quelque sorte de ces clubs, les gens qui ont quand même un pouvoir, c'est-à-dire un mot à dire au niveau de la gestion de l'équipe. Mais après, quand on est passé à un championnat professionnel, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé le juste milieu, on n'a pas trouvé le moyen de les associer. On a donné plus de pouvoir aux responsables de club. De leur donner plus de pouvoir dans le nouveau mécanisme. Je pense qu'il va falloir travailler parce que quand vous regardez les clubs au nord de l'Afrique, par exemple, j'ai vu un match de Ligue des Champions, de Coupe de la CAF entre l'USM d'Alger et ASEC d'Abidjan. J'ai vu un stade bondé, un stade archi-con, mais je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attends, voici un club USM d'Alger. C'est vrai que c'est un club historique, c'est un club mythique, mais depuis des années sur le plan africain, ce n'est pas, ça fait pas partie des mastodontes, comme on peut citer les Al-Ali, les Wydad et tout le reste, mais ça continue de garder ce public-là, cet excellent public-là. Et j'étais impressionné. Et moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau de l'organisation qu'il faut mettre les choses en place, trouver un mécanisme pour intéresser les clubs, les supporters, et aussi trouver des stratégies pour attirer certains joueurs de qualité qui peuvent amener les supporters, même par curiosité régulièrement, aller suivre les entraînements, aller suivre les matchs. Parce que si Union décide, par exemple, à une année, de faire venir peut-être 2 joueurs étrangers qui ont quand même de la qualité, et pas des joueurs comme ce qu'on avait annoncé il y a quelques années, qui ont de la qualité. On a eu des Brésiliens bizarres ici. Voilà, ici on réussit à avoir ce genre de cadre-là dans nos championnats. Quand on dit qu'on a réussi à faire venir peut-être le meilleur buteur du championnat, je ne sais pas, au Congolais, ou du championnat, même championnat malien dans notre championnat, dans notre club, je crois que ça va amener les gens à venir voir, toucher du doigt justement ces stars-là, ces étrangers. Et je pense qu'il faut travailler, il faut réfléchir. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais je pense qu'il y a des solutions possibles pour faire en sorte que ce genre de public-là soit observé dans le stade. Le public qui revient au stade ne va pas apprécier qu'on ne s'occupe pas bien des joueurs, que les joueurs ne soient pas payés, parce que parfois on a vu dans notre championnat ce public-là, pendant les séances d'entraînement, à la fin, se cotiser lui-même, mais venir donner de l'argent aux joueurs. C'est pour revenir un peu sur la saison régulière difficile à laquelle nous avons assisté. On a dit, elle a tranché avec les playoffs. Problème donc de salaire de joueurs, sempiternel problème de paiement des joueurs, sempiternel problème
de présomption d'achat de match, sempiternel problème parce que ça revient presque chaque année de falsification des résultats par certains arbitres qui ont même été suspendus. Comment on fait pour sortir de cela, Emmanuel? Le véritable problème, en réalité, c'est à deux niveaux. Déjà, volonté politique, c'est très important. Parce que l'Afrique du Nord, peut-être on va en parler, je vais en parler aussi. Et aussi, il faudrait que la fédération, justement, tape du poing sur la table. C'est très important. Suspendre les arbitres, c'est pas assez. Avant même que de suspendre les arbitres, pour que les arbitres ne soient pas en même de faire des choses pas sympathiques, je préfère le dire comme ça. Et il faudrait déjà qu'il y ait de la qualité. Mais pour qu'il y ait de la qualité, il faut que la Fédé ait fait le choix, justement, de bonnes graines. Et les bonnes graines, c'est les clubs. Mais pour qu'un club soit assez sympathique, pour qu'un club camerounais se hisse à un certain niveau du professionnalisme, il faudrait que les dirigeants soient imprégnés des réalités. Parce que le problème, il part de là. Tout le monde veut devenir président de club parce qu'on a un peu d'argent, on crée un club, etc. Ou bien on rachète un club. Parce qu'ils veulent la visibilité. Parce qu'il faudrait déjà savoir pourquoi on vient dans le foot pour être président. Il y en a qui veulent la visibilité. Justement, quand on a la tête d'un club mythique, évidemment, on peut se faire élire maire ou député. Quand on a la tête d'un club, justement, on a de la visibilité, on peut prospérer dans les affaires. Quand on a la tête d'un club mythique, on peut transférer les joueurs. Donc beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils viennent. En Afrique du Nord, par exemple, il est évident que la plupart des clubs, moyens, petits ou grands, sont déjà imprégnés à la donne du professionnalisme. Qui voudrait quoi? Qui ait au moins les infrastructures. Combien de clubs au Cameroun déjà? C'est la première question qu'on va se poser. Ont des terrains d'entraînement privés. Il y en a très peu. Et comment voulez-vous, au sortir de là, qu'on puisse avoir un spectacle sympathique? Vraiment, je vais répondre à votre question parce que il est un endroit où 4-5 clubs s'entraînent. Il y en a qui commencent à 7 heures, ils s'achèvent à 9 heures, l'autre prend de 9 heures à 11 heures, etc. Mais pendant que vous entraînez, vos stratégies, elles sont scrutées par votre adversaire de mercredi, de dimanche. Donc à partir de là, le problème se pose. Donc les clubs au Cameroun ont un rôle à jouer. Évidemment, c'est les acteurs majeurs. Mais sauf qu'il faudrait qu'ils se muent, justement. Il faudrait qu'il y ait une transformation déjà à l'échelon mental, j'ai envie de dire, jusqu'en bas. Et le bas, c'est quoi? Si je peux m'exprimer comme ça de manière prosaïque sur votre plateau, c'est l'implémentation, parce qu'on conçoit et on implémente. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, pourquoi les joueurs n'ont pas de salaire? Les joueurs n'ont pas de salaire justement parce que le président ne sait pas pourquoi il vient. Il ne sait pas pourquoi il est président de club. Il s'emmène là peut-être comme un aventurier, excusez-moi de le dire, pour certains, et il pense qu'il aura une visibilité, je l'ai dit précédemment, il va transférer un joueur, il va se faire de l'argent. Pourquoi les joueurs n'ont pas de salaire? Je prends l'exemple d'un club que je connais très bien, évidemment le Coton Sport de Garoua. Mais quand vous regardez ce club, tout le monde vous dira au départ, c'était la société cotonnière, c'est vrai. Il y a eu des penseurs comme le président Yamohamed, à qui je fais un coucou. Mais sauf que depuis 2016, le Coton Sport ne subventionne plus. Le Coton Sport aurait pu être même vendu, liquidé par des tiers. Ils se sont réunis en intérêt, ils ont dit non. Et la mutation sera faite parce qu'au départ, le Coton Sport donne 600 millions chaque année à son équipe de foot, qui est le Coton Sport de Garoua. Mais depuis 2016, il s'est dit, bon, on ne donne plus l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? On constitue une mutuelle, justement. Et au sein de la mutuelle, les travailleurs donnent du lot tous les mois, pendant l'année, justement, qu'on retient. C'est très important. C'est très intelligent. Le Coton Sport pense qu'il faut transférer les joueurs. Le Coton Sport pense que plus on va très loin en Coupe CAF, justement, ou en Champions League, ben on rentre de l'argent. Et aujourd'hui, ils en sont à parler d'un budget de 700 millions. D'ailleurs, ils ont fait 1 milliard et ils tendent vers là. Quand vous êtes un club comme celui-là, évidemment que le problème de salaire ne se posera pas, pour répondre à votre question. Le problème de prime ne se posera pas. Et à chaque match que le Coton Sport de Garoua joue, pour que ce soit en Champions ou en Coupe CAF, les joueurs de foot, à chacun remet une modélette somme de 50 000 francs pour s'acheter de nouvelles chaussures. Donc quand vous êtes dans un environnement comme celui-là, le Coton Sport de Garoua, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Mais les autres ont un problème. Pourquoi? Parce que, évidemment, qu'il y a la masse populaire, évidemment qu'il y a les élites, mais en interne, il n'y a pas cette constitution, cette traçabilité qui voudrait justement qu'un club comme Bamboutos, que j'aime bien, soit muni justement des outils nécessaires qui lui permettent d'en arriver à là. Peut-être qu'ils y tendent, ils ont pas mal d'idées. Donc le problème est là. Et quand donc les joueurs ont des salaires, il y en a qui n'en ont pas, quand cet environnement-là n'est pas un environnement sain, inhérent au professionnalisme, mais convenez avec moi que même les arbitres s'y mêlent. Voyez-vous, combien gagnent-ils? C'est la première des questions qu'on va se poser. Que valent les arbitres? Même s'ils sont payés régulièrement, combien gagnent-ils à proprement parler? Voilà, c'est les questions qu'on se pose. À partir de là, ça, c'est un problème. Mais c'est bien aussi que l'Africa Foot à un moment donné ait sévi, parlant des arbitres. Tiens, vous tenez qu'on en parle. C'est bien que l'Africa Foot ait sévi, mais sauf
sauf qu'on se rend compte que même si quand l'Africa Foot sévit, plus tard, on retrouve les mêmes. La saison qui s'est déroulée justement a été l'une des saisons les plus entachées de fautes d'arbitre depuis qu'il m'est choisi l'honneur par la grâce d'éternel de suivre le foot. J'espère que progressivement, ils vont y aller et peut-être booster hors d'état de nuire. Mais ne perdons pas de vue aussi. Tout le monde vous le dira, Hervé, partout ça brasse de l'argent, partout il y a des enjeux, partout il y a la visibilité, la corruption, elle ne sera jamais terminée. Faut pas en parler, mais il faudrait que nous tendions quand même à zéro corruption. On va y arriver, mais à condition qu'il y ait une volonté politique et surtout que les présidents de clubs sachent exactement pourquoi ils sont à la tête des clubs. Parce que si on essaie de faire les analyses approfondies dessus, il y en a très peu qui connaissent le bien fondé d'avoir un club. C'est une manne d'or, mais il y en a qui ne le savent pas. Ils y sont peut-être pour les raisons suscitées. Prenons une petite pause et on revient tout de suite. Merci beaucoup pour l'image, mon cher Emmanuel Mahop. On va peut-être rester dans ces analogies-là et faire celle qui va davantage nous amener à parler des sélections nationales. On parle des joueurs locaux, on parle du football local. La vitrine, c'est la sélection A-Prime qui était donc au CHAN en janvier dernier et qui n'a pas été au goût des observateurs, au goût de ceux qui suivaient la compétition, à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. On rappelle, les A-Prime, c'est demi-finalistes pour le CHAN ici au Cameroun. Et donc, on les attendait au moins au second tour. Ça n'a pas été le cas. Ils sont sortis au premier tour et d'une façon quand même assez difficile. Certains sont allés jusqu'à se demander si c'est pas une erreur de casting finalement. Oui, je vous réponds. Seydou Alioum, Pius Djefi, pour amener des locaux, eux qui n'ont jamais fait leur provision. Mais Hervé, mais non, j'ai la chair des poules à vous répondre encore. J'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit qui parle en vos lieux et places. Parce que vous posez des questions justes. Au-delà des accointances qu'on pourrait avoir avec la fédération, au-delà même, j'allais dire, des différences qu'on pourrait avoir avec la fédération, il est évident que les A' constituent les joueurs locaux qui évoluent localement. Comment vous pouvez donc, parce que vous avez affaire aux joueurs qui jouent locaux, qui jouent localement, autant pour moi, aller chercher quelqu'un, bien que camerounais, mais qui évolue du côté de l'Hexagone. C'est d'où il a passé ses diplômes de manière sympathique, etc. Il est passé par Clairefontaine, il a été brillant. On ne lui enlève pas ça. Mais comment vous pouvez lui confier la sélection A des A', voyez-vous? Vous aurez peut-être dû lui confier cette sélection comme A' et lui mettre des adjoints locaux. Il y a pas mal d'entraîneurs locaux ici qui connaissent le Cameroun de fond en comble, qui exercent ici depuis 10, 20, 30 ans. Ils connaissent bien le championnat localement. Et vous dites une chose, il est principal, son adjoint est également quelqu'un qui ne vit pas ici. D'ailleurs, Pius Djefi, si j'ai bonne mémoire, du côté de Sudan, on lui a érigé une stèle, lui égard à ce qu'il a fait là-bas. Donc, à partir de là, faut pas avoir fait Harvard, encore moins Clairefontaine, pour se mettre à l'évidence qu'en réalité, là-dessus, ça a été une erreur de casting. Encore une fois, l'erreur, elle s'est poursuivie. Je vais finir par là pour ne pas être long, parce que c'est tellement évident. Les playoffs sont en train de se jouer. William va certainement rigoler. Il commet une autre liste. Il tient pas compte, justement, de ceux-là qui sont en train de jouer les playoffs, parce qu'on suppose que des il commet une liste et le directeur technique national l'a repris d'une certaine manière. Un voice qui a été viral, il a repris pour lui dire, mais comment tu peux commettre une liste maintenant alors que les 4 meilleures équipes du Cameroun sont en train de se mesurer au play-off? Parce qu'on suppose que les joueurs locaux en l'état qui ont de la prestance, qui brillent, font partie des 4 là. Donc vous savez, autant d'erreurs qui font qu'à un moment donné, oui, non, pour répondre simplement à votre question, oui, ça a été une erreur de casting pour Seydou. Peut-être qu'il va se rattraper, mais il est sélectionneur en l'état, il prépare le CHAN 2024, c'est une erreur. Peut-être qu'il va rectifier le tir. Mais pour le moment, c'est une erreur. C'était une erreur, forcément. Erreur également chez les U17, William Tsango, vous revenez d'Algérie, vous avez couvert la compétition d'un point de vue général, mais on imagine qu'en tant que Camerounais, vous regardiez bien les U17, en plus champion d'Afrique. Fiala annoncé, Fiala finalement pas là, Bertin Boilet vient, mais adjoint de l'adjoint, on comprend pas exactement où est-ce qu'on nous amène, on comprend pas, on parle d'adjoint par intérim. Je crois qu'il y a eu un intitulé assez compliqué. Aussi à ce niveau-là, on peut parler d'erreurs de management, de casting, avant même de revenir sur les prestations. Je pense que déjà au niveau du staff technique des U17, on sait bien que si Fiala n'a pas été là, c'est parce que
il avait des problèmes de santé. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle... Des raisons officielles. Non, mais il a des problèmes de santé. Moi, je pense que c'est avéré. Et c'est la raison pour laquelle monsieur Mimpo, oui, Serge, oui, a pris les commandes en tant que son entraîneur adjoint. Mais je pense que le problème fondamentalement, peut-être chez les U17, c'est pas parce que les gars ne s'entraînent pas bien ou bien qu'ils ne jouent pas bien. Je pense que peut-être on peut trouver des problèmes même au niveau de la préparation. Je pense qu'on a essayé de mettre le paquet pour les amener à aller plus loin qu'aussi dans cette compétition avec les matchs amicaux contre le Sénégal. On a eu des matchs amicaux en Tunisie avec les grands clubs tunisiens, Espérance de Tunis, Étoile du Sahel et tout ça. Donc je pense que mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris et je me dis peut-être que c'est en raison des problèmes survenus au niveau du staff technique que cela s'est passé. Parce que même le coach Mimpo que j'ai vu à la tâche, je l'ai trouvé hyper sympathique et hyper engagé, hyper volontaire. Je pense que à un moment, il doit y avoir eu, le problème peut être venu justement de ce petit dysfonctionnement qu'il y a eu finalement au niveau du staff technique des Lions. Bon, maintenant, quand vous avez aussi un monsieur comme Bertin Eboulé qui est adjoint, parfois on peut se dire que il n'y a pas une certaine, c'est-à-dire quoi, il n'y a pas une certaine congruence au niveau de la constitution de ce staff technique, parce que si vous voulez bien que Bertin Eboulé soit membre d'un staff technique des U17, c'est pas un moment adjoint. Voilà, bravo. Malgré toute la bonne volonté peut-être du coach adjoint, du coach Mimpo ou bien de l'autre, il y aura toujours ce poids Bertin Eboulé là qui est derrière. Je dis que mais celui qui est mon adjoint là, c'est quand même... Je l'ai admiré, c'est un monsieur... Je rappelle l'ancien principal. Qui est hyper expérimenté, ancien coach principal de ces Lions, au Gabon en 2017, qui a toujours été dans le football jeune au Cameroun. Je pense qu'il peut y avoir aussi ce poids-là sur le coach principal. Donc je pense maintenant, vous avez dit quelque chose de très important. Au niveau des staffs techniques des Lions indomptables, je pense qu'il faut chercher les profils justes. Pour ne pas qu'il y ait cacophonie à la tête de ces équipes. On a parlé du cas de Sidou, on peut aussi parler de la même chose. Si vous voulez que Bertin Eboulé soit dans un staff comme celui-là, aménager une place qui sied à son parcours, à son background et tout ça. Donc, ça veut pas dire que les autres n'ont pas de qualité, ça veut pas dire qu'ils ne travaillent pas bien, mais il y a des petits éléments comme ceux-là. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une meilleure organisation autour de la sélection en général, au niveau de tout ce qui tourne autour, parce que ça contribue aussi à faire en sorte que l'état d'esprit soit correct pour aller disputer les matchs et les remporter. Donc j'ai vu des jeunes qui avaient beaucoup de volonté, qui avaient de la qualité, qui étaient talentueux, mais après il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent expliquer que sur le terrain, il n'est pas traduit cette envie, cette volonté-là en victoire. Et il y a un facteur, quand nous préparions cette émission, il y a un facteur qui est ressorti, c'est le scénario de ces éliminations-là. Que ce soit les A' en Algérie, c'était même pour les deux sélections, l'Algérie nous a pas porté chance, on dira ça comme ça, puisque les A', voilà, dans une poule à 3, comme les U17 dans une poule à 3, avec un premier match qu'on semble tenir, et ensuite, on ne comprend pas trop comment on n'arrive pas à sortir de la phase de poule A3. C'est le scénario qui a beaucoup intrigué, comme pour revenir sur le fait que l'aspect mental a certainement eu un impact. Mais toujours cette année, en 2023, nous faisons le bilan et beaucoup ont parlé de crise de résultats. Il y a donc aussi les U20 qui eux ne se qualifient même pas pour la Coupe d'Afrique. Les U23 qui sont plutôt ridicules face au Gabon et qui sont donc éliminés sur le terrain et heureusement réussissent quand même par une certaine intelligence à passer le cap des éliminatoires grâce à cette victoire sur tapis vert. Mais est-ce qu'il y a fatalement une crise de résultats dans nos sélections nationales?
On va évoquer les A tout à l'heure, et même peut-être les féminines qui déçoivent. Est-ce que ces sélections-là déçoivent et on peut mettre ces déceptions-là sur le coup de quoi, sur quelle est l'explication que l'on peut donner quant à ces déconvenues? Mais moi, d'entrée de jeu, j'ai deux analyses à ça. Ne perdons pas de vue que tout ce qui vit est cyclique. Voyez-vous, il peut arriver qu'on soit en fin du cycle. Même la grande nationale Mannschaft, justement, n'a remporté sa dernière Coupe du Monde qu'en 2014. Et aux deux Coupes du Monde suivantes, c'est-à-dire 2018 et 2022, à laquelle j'ai pris part, ils sont sortis au premier tour. Le Brésil même, ça en dirait trophée, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, n'a remporté sa dernière Coupe du Monde qu'en 2002. Voyez-vous. Donc le Brésil, à ses licences, cherche à remporter. Ça veut dire qu'il y a quand même une fin de cycle quelque part. Mais maintenant, si tant est que c'est une fin de cycle, évidemment, convenez avec moi que la nature aura plus le dessus, on n'y peut rien. Mais si maintenant, étant entendu, un temps soit peu, là je fais du football fiction, que ça ne soit pas une fin de cycle, ben on a essayé d'apporter des éléments de réponse. Quand on a parlé des appris maintenant, on a indexé le coach Sédou, parce que évidemment le casting n'était pas le bon. Et encore que, même si le casting avait été le bon, on sait pertinemment que dans le foot, quand ça ne marche pas, c'est le sélectionneur, c'est l'entraîneur. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? On a essayé encore une fois d'apporter les éléments de réponse. Parlant de Sédou, il continue. Va-t-il continuer pour nous Pépé Chan? Peut-être peut-il faire de bons résultats. Si il est acté et scellé qu'il est au Cameroun depuis un certain temps, qu'il essaie de suivre le championnat. Mais sinon, tout le monde vous dira qu'il faut mettre de bonnes personnes aux bons endroits. Moi, j'aime toujours prendre des exemples de visu, les analogies. Justement, j'aime bien que vous utilisiez ce vocable de temps en temps. Qui veut aller loin ménage juste sa monture. Quand on veut faire une émission de télé, on s'entoure des techniciens sympathiques et surtout des instruments up-to-date. C'est un peu cet exemple-là que je donnerais. Donc, il est certain qu'il y a des problèmes avant de parler des A, mais j'espère que d'ici à là, les problèmes vont se résoudre. William, on parle de crise des résultats avec cet enchaînement de mauvais résultats des sélections nationales, ou alors on se dit, on part de loin et on est en train de reconstruire. S'il faut parler de reconstruction, c'est un discours qu'on tient depuis des années. Donc je pense qu'à un moment, on doit se dire les vérités et passer tout simplement à l'action. Tout à l'heure, Emmanuel a dit quelque chose de très pertinent en faisant savoir qu'il y a des erreurs de casting qui ont été faites. Il y a des erreurs de casting qui ont été faites. Et maintenant, moi, tout ce que je veux savoir, il a dit aussi que il y a des périodes comme ça où les choses ne marchent pas. En citant les cas de beaucoup de pays qui, sur la scène internationale, ont de la peine justement à retrouver le niveau où ils étaient il y a quelques années. Mais ce que je pense aussi, en revanche, c'est que lorsque il y a ce manque de résultats, là, il faut tirer des leçons de cette absence de résultats, tirer des leçons et prendre de bonnes décisions pour les corriger à l'avenir. Pour les corriger. Et les corriger, ça va passer par quoi? Peut-être s'il y a eu, si on s'est rendu bien compte de façon lucide, parce qu'il faut aussi être lucide pour pouvoir bien apprécier les situations. Si on a mis de la lucidité pour analyser si, par exemple, le staff technique était au niveau, si les joueurs convoqués méritaient effectivement d'être là, si au niveau de l'encadrement général de l'équipe ou de la fédération, il n'y avait pas quelques personnes qui n'avaient pas de place justement à ce niveau-là, je pense qu'il faut regarder tout cela et essayer de corriger. Mais si on s'enferme toujours dans ces certitudes, si on veut absolument que ce soit des personnes peut-être qu'on voudrait récompenser ou bien peut-être à qui on voudrait donner une visibilité, je sais pas trop quoi, sachant que ça va pas servir l'intérêt général, ça va servir que les intérêts de ces personnes. Et éviter, il faut élargir aussi le champ des personnes, des possibles candidats aux différents postes chez les. Il faut pas se rester. On a comme l'impression que c'est fermé. On a l'impression que c'est un peu fermé actuellement au niveau des anciens Lions, par exemple d'une certaine génération. Et alors que chez les après on a des entraîneurs, par exemple, ici, qui ont fait leur preuve pendant des années, qui comptent un bon nombre de titres dans notre championnat, que ce soit en championnat ou en Coupe du Cameroun. Et des incongruités, c'est que ces entraîneurs, parfois, ils sont nommés pour être adjoints de certains
d'autres qui sont moins expérimentés. On peut prendre le cas de Ndjam, par exemple. Ndjam, ces dernières années, il fait partie des meilleurs entraîneurs de notre championnat, avec, je crois, un titre de champion avec l'UMS, Coupe du Cameroun avec New Star. Et je crois il y a eu lui en sélection avec Guy Fetchini quand même. Il est adjoint. Oui, adjoint, mais après Guy, non. Bon. Guy, les U23, moi je le connais un peu. Honnêtement, c'est un mec bien. Moi, non, Guy, je dis pas que. Bah, je pense qu'à un moment, je crois qu'il faut donner de la place aussi à ceux-là qui ont eu des résultats. Peut-être si on veut mettre Ndjam dans une équipe, il y a l'équipe de ABA qui lui convient parfaitement. Tout à fait. Qui lui convient parfaitement. Parce que c'est un gars qui, il a passé sa vie, je crois qu'il a été footballeur, si je me souviens son nom. C'est-à-dire qu'il connaît le championnat camerounais, qu'il connaît l'environnement du football camerounais au bout des doigts. Et je pense que ça aurait peut-être été un meilleur profil à ce poste. Peut-être Sédou, en termes de coaching, c'est pas un gars expérimenté. Il aurait pu peut-être aussi commencer ses classes comme adjoint de Fetchini. Bon, ça, c'est par exemple des figures que j'essaie de dessiner, mais je pense que le plus important à faire en ce moment, c'est de voir là où on a commis des erreurs et essayer de corriger ces erreurs-là dans les prochaines décisions, dans les prochaines nominations, parce que c'est ça qui va permettre à ce que on se relève justement de ces multiples échecs qui ternissent un peu l'image du football camerounais. Alors, avant de parler des grands lions, je me mets à la place de ceux qui nous regardent et qui vont dire, mais vous voulez encore des changements? Finalement, on construit quand? On change tout le temps au Cameroun. C'est vous en même temps qui demandez qu'on stabilise. Et là, vous demandez encore du changement. Et puis, il y a une autre partie peut-être de l'opinion qui peut penser que la FECAFOOT a répondu avec le changement au niveau de la direction technique nationale. Est-ce que ce n'est pas des réponses là qui ont été données? C'est pas forcément des changements dont on parle. On ne dit pas forcément que si ça n'a pas marché, c'est peut-être par rapport au coach. Le coach peut être compétent, mais peut-être qu'il a commis des erreurs à un certain nombre, à un certain niveau, à un certain nombre de places, un certain nombre de choses. Maintenant, il faut qu'on analyse de façon profonde tout ce qui s'est passé, tout le déroulé. Et on voit si le problème c'est dire au coach de s'améliorer à tel niveau, ou bien de changer telle chose, ou bien de revoir peut-être son fonctionnement à tel niveau. Mais ça va pas poser problème. Donc le tout c'est pas de changer les hommes, le tout c'est justement de corriger ce qu'il y a eu comme erreur et que le coach, si on l'a maintenu, qu'il essaye de faire une introspection lui-même et essayer de voir là où il a fauté. Là, on a parlé du cas de Sédou. Peut-être qu'on va dire qu'on insiste sur son cas, mais avec ce qu'il y a eu comme sa liste, ça montre bien peut-être qu'il n'a pas tiré des leçons de ce qui s'est passé en Algérie pendant ce CHAN. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut justement essayer de s'injurer. Je rappelle qu'en parlant de Seydou, on parle bien de Alioum Seydou, ancien international camerounais devenu aujourd'hui entraîneur de football, et non de Seydou Bobondioa, président de la Fédération camerounaise de football avant Samuel Eto'o. C'est juste pour et quatrième vice-président de la Confédération africaine de football. Messieurs, on va parler donc des grands lions après ces petites respirations. Les Lions indomptables du Cameroun en route pour la Côte d'Ivoire, pour la CAN 2024. Beaucoup de personnes auraient certainement pensé ou auraient voulu qu'à date, les Lions soient déjà qualifiés comme les autres grandes nations du continent. Eh bien non, les Lions traînent un peu le pas avec cette défaite en Afrique du Sud dans cette confrontation Namibie-Cameroun et ce match nul concédé à la maison. Monsieur, j'ai envie de vous écouter sur le sujet. On redescend dans l'arène en septembre prochain, mais avant, on va voir les Burundais et les Namibiens s'affronter en juin. Et puis, nous, on va venir clore. Il nous faut absolument, pour beaucoup de personnes, il nous faudra gagner cette rencontre-là qui probablement va se tenir à Douala puisque les stades à Yaoundé ne sont pas homologués. On a trébuché où? Et comment doit-on faire pour se relever, Emmanuel? On a trébuché au Qatar. En toute honnêteté. Depuis le Qatar. Ah oui, c'est depuis le Qatar quand même, pour les Lions actuels, dont la plupart étaient au Qatar. C'est là-bas qu'on a trébuché, déjà sur le plan de la communication.
C'est très important de le noter. Le président de la Fédération camerounaise de football envisageait, et même dans sa communication, il a dit plusieurs fois que le Cameroun jouerait 7 matchs. Donc, in fine, ça ne s'est pas passé comme ça. On sort au premier tour, même si on sort la tête haute contre le Brésil. Il aurait fallu qu'en ce moment-là, étant revenu au pays, qu'on se retrouve et que les leçons soient tirées en réalité. Leçons déjà sur la prestation des Lions de manière globale, mais leçons aussi parce que on ne peut pas envisager une suite confortable quand on a des cas comme ceux d'André Onana. Voyez-vous, donc c'est très important qu'un joueur de sa trempe, même si il avait été vraiment indiscipliné, parce que en réalité jusque-là la Fédération camerounaise de football ne nous a pas dit pourquoi dit la raison pour laquelle il avait mis, il lui avait demandé de partir, il lui avait acheté son billet d'avion, il avait remis à son club l'Inter. Vous savez, à partir de là, c'est un problème parce que les analogies, on a toujours les images, on est tous pères d'enfants. Ben moi, je ne me mettais jamais dans un carrefour pour dire aux gens à qui veulent entendre que mon fils, il m'a fait les poches. Je ne dirai jamais que mon fils, il a fait les poches à sa mère. Je vais appeler Hervé, je vais appeler Willy, je vais leur dire, retrouvez-moi à la maison à 19h, il y sera, peut-être tout seul je ne peux pas. Mais pendant que je vais lui mettre des claques, vous allez m'aider. C'est comme ça que ça se passe. Donc tout part de là. Vous savez, on néglige la nature, mais pour certains, la nature même est ce qui englobe la vie en réalité. Donc on considère la nature comme Dieu, comme l'Éternel. Et ce qui s'est passé avec le cas Onana en Coupe du Monde peut nous revenir comme un effet boomerang. Parce qu'il disait des choses maintenant que j'ai beaucoup appréciées, que le Cameroun se fasse battre contre le Niger, et que le Cameroun se fasse battre contre la Namibie, et que le Cameroun ait sueur froide à revenir au score à Yaoundé après que la Namibie nous ait menés. Je pense qu'en l'état, même le Cameroun ne serait plus qualifié si, par extraordinaire, on n'avait pas égalisé sur coup franc. Voyez-vous, à Yaoundé, quelques heures après, on se fait battre à l'Afrique du Sud contre la Namibie. C'est des signes qui doivent parler. Est-ce que c'est la nature qui nous parle? On parle au président de la fédération, on parle à ceux qui sont autour de Samuel Eto'o pour leur dire, mais ok, il a un comportement qui n'a pas été sympathique parce que quel que soit le bout par lequel on prend le problème Onana, je le dirai toujours à haute et intelligible voix, la fédération n'a pas joué son rôle. La fédération fédère, par conséquent, elle rassemble. Quand on se retrouve en phase finale d'une Coupe du Monde, qui puisait, mon cher Hervé, à l'extérieur, on est en fusion, comme le disait le président Mobutu Sese Seko. Et quel que soit ce qui arrive en interne, on ne jette pas à la vindicte populaire quelqu'un, un maillon essentiel qui est puisé de cette sélection. Donc je pense que les problèmes viennent de là. Et j'ai même envie de dire vraiment, sans risque de me tromper, que tant que ces problèmes ne sont pas résolus, sans que mea culpa n'est pas encore fait, le Burundi, ne craignons pas que contre le Burundi justement, qu'on en soit encore là à pleurer. Mais j'ose espérer que d'ici à là, certaines choses seront faites. Nous, on est les Bantous et on a cette sagesse que les autres nous envient, nous copient. Le linge sale, j'en suis certain, va se laver en famille et on pourra, pourquoi pas, ne serait-ce que pour la Côte d'Ivoire, avoir un résultat probant pour nous y amener en début d'année 2024. Il faut savoir que lorsque nous allons affronter des équipes comme le Burundi, des équipes comme la Namibie, ce sont des équipes qui connaissent la valeur du Cameroun, qui savent que c'est une grande nation et pour battre ce genre de nation, il faut se préparer à fond. Il faut faire une préparation optimale et je pense que c'est ce que la Namibie a fait pour battre le Cameroun. Et nous, généralement, quand on affronte ce genre d'adversaire, on arrive un peu sur nos grands chevaux, on dort un peu sur nos lauriers en se disant que quand même, c'est le Cameroun contre le Burundi qui est, je crois, qui était 130 quelque chose et poussière au classement FIFA en ce moment. C'est des choses qu'on doit commencer justement à sortir de notre tête parce que déjà, on n'a pas l'organisation qu'il faut pour prétendre aller battre les équipes aussi facilement que ça. On n'a pas l'organisation, on n'a pas la préparation qu'il faut. Même pour aller à la Coupe du Monde, la préparation pour moi n'a pas été optimale. Et pour ces matchs-là, on voit que depuis un moment, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'on doit mettre davantage, un peu plus de sérieux. Si on veut justement continuer à garder notre position qui était celle d'une équipe parmi les plus dominantes sur le plan africain et même mondial. Donc j'ai vu le match de la Namibie. Celui qui va regarder les deux matchs contre la Namibie, un peu avec un sens d'analyse, avec un peu de lucidité, a compris facilement que
le Cameroun n'a même pas cherché à étudier cet adversaire. Quand vous avez regardé le match, personne n'a étudié cet adversaire, personne n'a cherché à connaître les éléments qui constituent cette formation. Sinon, on aurait au moins su que un gars comme Peter Chaloulile, c'est quelqu'un qui fait des merveilles en Champions League africaine, on l'avait déjà vu contre le Gawa. Avec Sundowns. Donc, je pense qu'il y a ces petites négligences-là qu'on fait aujourd'hui et qui aboutissent à ce genre de résultats. Et c'est l'erreur, justement, à ne pas commettre en septembre contre le Burundi. Il faut déjà se rappeler que cette équipe du Burundi, on a eu du mal, on a eu des difficultés à les battre par 1-0 sur un but de Toko Ekambi. Donc, il faut savoir que c'est des équipes qui se préparent parce qu'elles savent qu'elles affrontent le Cameroun et qu'ils mettent tout le paquet possible. À nous aussi d'aller chercher à les comprendre, ne pas se dire que non, on est le Cameroun, on vient sur le terrain, on a déjà gagné. Emmanuel, on va sortir avec le sujet siamois. Vous avez voulu les coller. Lion indomptable André Onana, peut-il revenir la question elle est simple, peut-il revenir en sélection nationale du Cameroun pour le Burundi déjà ou bien pour la CAN dans quelques mois? Je me réjouis déjà que William ait fait mention, après que vous l'ayez questionné sur son retrait volontaire en réalité, mais André s'est senti frustré, André a préparé cette Coupe du Monde. Moi, j'ai la veine d'être proche de lui. Avant, ça n'était pas évident. Ça, vous le savez, à l'Inter même, il arrive dans un contexte où Andanovic est le capitaine, c'est le titulaire. Inzaghi le lui fait comprendre. Donc, il doit cravacher dur. Il sait qu'il a une Coupe du Monde quelques semaines, quelques mois après. Donc, il a cravaché. Honnêtement, il ne rêvait que de cette Coupe du Monde. Il ne parlait que de cette Coupe du Monde. André, quand vous l'approchez, vous avez l'impression qu'il se comporte comme le président Aïdjo. Ça veut dire tout pour lui, c'est le Cameroun. Donc, quand j'ai répondu à cette question, après la frustration, qu'il a connue au Qatar, il s'est dit, ça vaut même plus la peine. Voilà, c'est la raison pour laquelle, contre son gré, il s'est résolu d'annoncer qu'il ne viendrait plus en sélection. Mais maintenant, en temps, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Quand vous regardez les gants d'André, la magrinade, sans publicité, vous me le pardonnerez. Voilà, il a exigé qu'il y ait du vert ou jaune. Et l'égérie de cette marque-là et beaucoup. Il a demandé que cette marque de gants fabrique les gants avec le drapeau du Cameroun, quel qu'il soit. Et certains gardiens de but qui ne sont pas camerounais s'en servent comme ça parce qu'André en est l'égérie. Quand je l'ai dit, convenez avec moi qu'André en l'état, il est républicain, il ne se voit pas en train de prêter ses excellents services à l'Inter de Milan et voir son pays couler entre guillemets. Merci beaucoup, messieurs. Emmanuel Mahop, William Tchango, qui étaient donc mes invités pour les grandes rencontres de Hervé. Nous avons relancé, on espère que cette émission vous accompagnera partout pour décrypter, analyser et pour comprendre un peu les faits d'actualité en sport qui ne sont pas, je l'avoue, parfois compréhensibles. On essaie de les compliquer. On espère qu'on vous apportera la lumière depuis vos téléphones, depuis vos écrans de télévision. Merci donc beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné et encore merci à l'hôtel Sawa qui nous fait confiance dans le cadre de ce programme. Rendez-vous dans quelques semaines avec d'autres invités que je rencontrerai pour votre plus grand bonheur. Bonjour, bonsoir.